Rion, bonsoir. Bonsoir. Alors, on disait, vous êtes responsable de l'association de défense des familles et de l'individu contre les sectes. Les associations comme la vôtre sont préoccupées par les dérives sectaires en matière de santé parce qu'il y a une véritable augmentation de ces phénomènes. Il y a quelque chose de très préoccupant actuellement ? Ah oui, depuis plusieurs années. Je pense que le fait que la place de la santé se soit élargie, parce que la santé maintenant, c'est pas seulement l'absence de maladie, c'est aussi c'est le bien-être en général. Le bien-être en général, prévenir et se développer. Être performant, enfin ça comprend tout ça. Alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles effectivement ça s'est développé. Puis l'autre, c'est que le nombre de thérapeutes, on va dire, simplement thérapeutes, se multiplie à vive allure, probablement aussi pour des raisons économiques, c'est-à-dire que c'est un créneau. Alors, une formation maison, et puis on s'installe. Et du coup, on a par exemple ce qu'on voit dans les salons du bien-être, qui est absolument hallucinant, parce qu'il y a des gens bien et qui ont une vraie compétence, puis à côté des offres qui vous laissent vraiment rêveurs. Alors, à partir de quand on parle de dérive sectaire dans le domaine de la santé ? Parce qu'il y a la dérive thérapeutique et la dérive sectaire. C'est quoi la nuance ? La dérive sectaire, il y a 3 ruptures. Il y a d'abord avec la personne, avec elle-même, avec son histoire, avec ses repères, avec ses valeurs, c'est-à-dire que ce qu'elle avait, elle l'a plus. Il y a avec l'environnement et il y a avec la société. Mais la première, je pense, qui alerte un peu l'entourage en général, c'est justement cette rupture où on dit mais le changement est total et complet, tout ce qu'il prônait avant n'existe plus, il prône le contraire éventuellement, si vous voulez. Et là, ça veut dire quand même qu'il y a une emprise, en fait, voilà, c'est ça. Que l'emprise a avancé d'un cran, puisqu'elle arrive à la rupture. Oh, vous parliez tout à l'heure effectivement des nombreux thérapeutes qui s'installent, mais vous parlez carrément de dérapeutes. Ah ben, quand il y a effectivement ce que vous avez très bien dit dans le documentaire, quand le thérapeute dérape, si vous voulez, et que là, on arrive justement dans la rupture. Et qu'est-ce qui doit alerter ? Comment on peut se dire « Oh, ce thérapeute-là, il ressemble un peu à dérapeute ». Il faudrait pouvoir s'alerter très vite en se posant des questions sur le prix, ce qu'il prétend aussi soigner, si vous voulez. Quelles sont les limites qu'il donne à sa thérapie ? Parce que n'importe quel thérapeute ou psychothérapeute ou vraiment thérapeute de qualité, il va dire « moi, je ne peux pas tout faire ». Celui qui commence à vous dire qu'il peut tout faire, qu'il peut tout vous apporter, qu'il peut soigner le sida, la sclérose en plaques, le cancer, etc. Les limites, donc vraiment les limites. Et puis après, quand même, s'interroger aussi sur les fondements. Mais premièrement, si vous voulez, argent et limite, je dirais. Qu'est-ce qu'il vous promet ? D'accord, s'il vous promet de guérir, tous les cancers, c'est pas possible. Voilà. Gérard, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne donne pas votre nom de famille exprès, parce que vous êtes en cours de procédure contre ce mouvement à dérive sectaire qui vous a pris votre femme après 36 ans de mariage et 4 enfants, puisqu'elle a rompu tous les liens avec vous, on va y revenir. Tout a commencé de manière assez simple par une consultation chez un homéopathe. Oui, ma femme, j'arrive pas à dire mon ex-épouse, donc, mon ex-épouse, ma femme, avait été voir un homéopathe qui, tout compte fait, était le rabatteur sur la région où j'habite de cette secte. Et avait commencé à la soigner par l'homéopathie d'une façon très traditionnelle. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Ouais. Et puis, il faisait des réunions dans sa maison, dans sa propriété de vacances, où, aidé d'une psychologue et de son pendule, eh bien, il, entre guillemets, réparait les gens. D'accord. Voilà. Ça n'a pas duré très longtemps ? Ça a duré quelques années, mais bon, si vous voulez, elle était contente d'y aller. Voilà, mais pas de changement de comportement avec vous, avec les enfants. Absolument pas. D'accord, donc pas d'inquiétude à avoir. Aucune inquiétude. Donc elle s'arrête pendant un moment, et puis quelques années plus tard, elle est à la retraite, et elle décide de suivre un stage chez un radiesthésiste. Voilà. Nous, moi et mes enfants, elle nous a présenté le fait, comme je vais faire un stage de radiesthésie, etc. C'est quoi la radiesthésie ? C'est travailler au pendule. Au pendule, d'accord. Donc faire savoir, par exemple, si est-ce que je peux manger du chocolat, est-ce que c'est bon pour moi ou pas. On vérifie. Et normalement, le pendule vous donne une réponse. D'accord. Je dis normalement. Et elle a été à sa première conférence, et là, mon ex-épouse, donc, qui est quelqu'un qui a fait des études supérieures, qui a un don d'analyse extraordinaire, vous lui donnez n'importe quoi, elle vous fait un plan en quelques instants,
Et elle revient, je lui dis, t'as fait quoi? Et elle me dit, c'est très compliqué, honnêtement, je ne peux rien te dire. Ça vous a inquiété, là, ou pas? Ça m'inquiétait. D'accord. Ça m'inquiétait parce qu'elle ne puisse pas faire une synthèse en quelques mots. Bon, j'ai pas trouvé ça normal. Oui. Elle est retournée un mois après à la deuxième conférence et j'ai eu droit à la même réponse. Je ne peux rien te dire, c'est extrêmement compliqué, etc. Et elle commençait là déjà un peu à s'enfermer dans sa chambre avec son pendule. Très peu de temps après, elle a été à des rendez-vous particuliers avec un des gourous. Elle a commencé après à s'enfermer dans sa chambre. Il a fallu qu'une de nos amies communes, avec qui elle discutait, nous téléphone un jour et nous dise « Mais réveillez-vous les enfants, hein, elle est dans une secte. » Et vous avez dit quoi, là? Ben, le ciel m'est tombé sur la tête. Ça n'a pas fait écho quelque part? Un truc qui vous inquiétait quand même, que vous commenciez à vous dire? Ben, si, mais si vous voulez, moi, honnêtement, on a réagi, enfin, mes enfants et moi, on a réagi au mot. C'est le mot secte qui nous a fait réagir. Qui était trop dur à dire. Avant de rentrer dans cette secte, votre femme était comment? Est-ce que c'était une femme fragile, éventuellement un peu dépressive? Est-ce que c'était une grande spirituelle? Est-ce que vous la sentiez... Professionnellement, elle était fonctionnaire. On ne peut pas dire que son métier la passionnait, mais elle le faisait, je dirais, en bon fonctionnaire. D'accord. Alors, on va voir comment tout ça a évolué. Marie Drillon, le problème de ce gourou, donc, que l'on ne cite pas, un des problèmes, c'est que c'est un scientifique de haut niveau. On se méfie moins d'un chercheur tout à fait de bonne réputation que de quelqu'un qui n'aurait aucun diplôme, a priori. Oui, mais c'est une erreur, si vous voulez, parce que en fait, l'entrée dans une secte, elle se fait de façon affective, elle se fait par l'affectif, elle se fait pas du tout par le rationnel, etc., si vous voulez. Donc en fait, la proposition qu'elle a trouvée là dans ce groupe-là, via peut-être le médecin rabatteur au début, et puis a correspondu à quelque chose qui a eu un écho chez elle, si vous voulez, mais dont elle n'avait probablement pas conscience, mais qui existait vraiment. Ce qu'il y a, c'est que dans cette rencontre, il y en a un qui était trompé, c'est elle, puisqu'elle ne savait pas ce qu'il y avait derrière, si vous voulez. Cette secte, c'est quoi exactement? Elle promet quoi? Elle promet l'éternité. Oui, j'allais vous dire le salut éternel. Voilà, c'est ça. L'éternité. À ses fidèles et au gourou? Ah oui, bien sûr. Ah ben, le gourou, lui, il est déjà passé par les 22 planètes. D'accord. Et il est éternel. Et comment les fidèles peuvent être éternels? Il y avait des moyens, il y avait des... Ah, ben, il faut donc travailler sur son être céleste transterrestre. Vous savez, ça fait penser quand même aussi, même le recrutement avec un médecin homéopathe. L'ordre du Temple solaire, c'était ça. Hein. Luc Jouret, c'était un médecin homéopathe extrêmement charismatique. Hein. Et puis après, la rentrée dans le groupe et la progression dans le groupe se faisait de façon initiatique, avec des degrés qu'on passait, etc. Voilà, c'est tout à fait le même style, et avec effectivement, du coup, cet aspect éternel, hein, c'est-à-dire que la mort n'est plus la mort, enfin la mort physique telle que nous pourrions en parler les uns et les autres, c'est pas la mort. Le corps physique n'a pas d'intérêt. Voilà, le corps physique n'a aucun intérêt, donc... première dérive que moi je vois en tant qu'ex-mari, elle ne se soigne plus, elle ne va plus au médecin. Ah oui, ça va, d'accord. Oui, voilà. En fait, l'emprise est très forte dans ce groupe. Parce que les médicaments allopathiques empêchent... Ils empoisonnent en général, voilà, c'est ça. Empoisonnent et empêchent l'élévation de l'âme jusqu'à un niveau tel qu'on devienne éternel. Justement, vous parliez de l'emprise. Là, il n'y a pas de communauté physique. Ils n'habitent pas tous ensemble. Non. Alors, comment se fait l'emprise et comment ça se fait à distance, l'emprise? Les adeptes sont soumis corps et âme, complètement, au gourou qui édicte la loi, qui l'applique et qui la juge. Il a les 3 pouvoirs, en plus. C'est totalement totalitaire. C'est totalitaire, de toute façon. Mais cette progression pour arriver à croire à des choses incroyables, elle ne s'est pas faite d'un seul coup, si vous voulez. Oui, mais c'est bien pour ça qu'il ne s'est pas inquiété. En plus, c'est ça le problème. C'est cette lenteur de progression. Il y a eu un livre très intéressant là-dessus, sur Croire à l'incroyable, fait par une sociologue, et elle montre qu'en fait, on commence par... Elle a mis 5 étapes, si vous voulez. D'abord, mais c'est complètement faux ce que tu racontes. Puis, c'est faux, il y a peut-être des petits trucs vrais, mais voilà. Puis, c'est peut-être vrai, peut-être faux. Puis ensuite, c'est assez vrai avec peut-être des petits trucs faux. Et puis après ça, c'est complètement vrai. Et quand vous êtes là, vous êtes dans un autre monde, si vous voulez. Vous êtes dans un autre monde. C'est-à-dire que votre vie et votre vision du monde, elle est adossée à cette théorie. Donc, vous ne pouvez plus parler
à des gens qui ne l'ont pas. Oui, parce qu'ils comprennent pas. Il n'y a On n'est plus pas sur de la même communication planète. possible parce que les mots ne veulent plus dire la même chose, par exemple. Non, mais avec ma femme, nous n'étions plus sur la même planète. Dans cette secte, tout ce qui est affectif est nuisible. Ah ben voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, il y ait une rupture totale? Pourquoi elle est partie? Eh bien, elle m'a dit un jour, et ça c'était dans le dossier de divorce, donc elle a accepté, puisque bien sûr je suis divorcé, je n'ai rien contre toi, mais je m'en vais parce que tu m'empêches de vivre ma spiritualité. Ça. Voilà, ça a D'accord. été... Oui. Point. Et depuis ce jour-là, et quelques jours après, elle m'a dit, eh ben voilà, donc je m'en vais le 31 mars. Et nous devions être le 25 ou le 26. Et elle est partie le 31. Et elle est partie le 31. Elle a déménagé, c'est quelques affaires et elle est partie. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup, dans les ruptures. Cette rupture comme ça, aussi oui, parce brutale. que bon, des divorces, il y en a, mais c'est surtout avec cette expression-là. C'est-à-dire que j'ai rien contre toi, mais je ne peux pas vivre avec toi. Je ne peux plus vivre avec toi, ou ça nuit à mon développement. C'est exactement ça. Voilà. Parce que dans la théorie de la secte dit qu'il y a les élus et les autres qui sont alors au choix des infrahumains, des sous-hommes, des innommables. Donc vos enfants et vous êtes des infrahumains. Voilà. Et au minimum des prédateurs. Donc je vais prédater son âme. C'était il y a combien de temps, ça? 2011, fin mars 2011. D'accord. Donc ça fait 5 ans à quelques jours près. 5 ans. Comment elle vit aujourd'hui? Elle vit toute seule. Oui. Elle travaille? Non, elle est en retraite aussi. D'accord. Donc elle fait que continuer à se consacrer à cette secte? Je crains qu'elle ne fasse que ça. On sait que dans la secte, et vous l'avez dit, un des éléments importants, évidemment, c'est l'argent qui est donné à la secte et au gourou. Elle a donné beaucoup d'argent pendant cette période? Oui. Alors, dans cette secte, il y avait les conférences, qui sont donc, on veut dire, les grandes réunions le samedi dans des hôtels, dans les salons d'hôtels de la région parisienne. Il y avait les rendez-vous individuels avec le gourou pour parler de sa progression plus précisément. Et il y avait encore d'autres rendez-vous de groupe. Voilà. Et donc, on pouvait donner ce qu'on voulait. Mais on a retrouvé un certain nombre de carnets de chèques. J'ai trouvé dans le dossier, si vous voulez, elle donnait facilement 50 à 70 € par séance. Mais depuis quelques années, un des dirigeants a mis au point un système extraordinairement pervers. C'est-à-dire que quand vous arrivez, admettons, vous changez de niveau, eh bien, pour montrer que vous êtes parfaitement détaché des conditions matérielles, vous faites un gros chèque. Ah oui, d'accord. Vous faites un gros chèque. Ainsi, ils ont hérité de maisons, de bijoux, d'une très grosse quantité d'argent. Bien sûr. Voilà. Oui, des dons d'œuvres d'art, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. C'est quoi, Marie Drillon, les moyens qu'ont les familles, les proches, quand ils ont quelqu'un dans une secte? Quels sont les moyens? Ils alertent qui? Font quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Aussi, d'abord, il ne faut pas rester seul. Ça, je pense que c'est vraiment important parce que c'est trop difficile, trop angoissant, on culpabilise, puis on y voit plus clair, si vous voulez. Quand on tourne les choses dans sa tête, on se dit c'est de ma faute, et puis on y voit plus clair. Donc il faut essayer déjà, alors soit effectivement les associations, mais les amis aussi, l'ensemble de la famille qui peut avoir une autre vision, en parler. Essayer, mais ça je pense que vous l'avez beaucoup fait, de ne pas rompre le contact. Vous espérez quoi du procès aujourd'hui? Qu'elle ouvre les yeux, qu'elle se rende compte qu'elle a été abusée. Qu'elle a été abusée d'une façon dramatique par des gens fous de puissance, de pouvoir, etc. Et qu'elle ouvre les yeux. Bon. Si elle voulait revenir? Quand elle veut. Elle peut revenir quand elle veut. Mais pour l'instant, non. C'est évident qu'elle ne peut pas. Elle est dans son monde, si vous voulez. Si quand elle ouvre les yeux, elle veut revenir, vous serez là? Je serai là et les enfants aussi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus. Merci d'avoir témoigné. On va changer de sujet maintenant. Ils sont entrés dans nos armoires à pharmacie il y a une trentaine d'années. Ils font aujourd'hui partie de notre quotidien. Les génériques, ces copies de médicaments vendus en moyenne 30% moins cher que les originaux, permettent à l'assurance maladie d'économiser plusieurs centaines de millions d'euros tous les ans. Et pourtant, la méfiance grandit chez les patients. Actuellement, les génériques ne représentent que 27% du marché des médicaments remboursables. Nous allons tenter de comprendre pourquoi. Générique, copie sans faute, c'est un documentaire signé Perrine Dutreil.